Bonjour, bienvenue dans les Jeudis des professions de santé, 7e numéro. Bienvenue à ces milliers d'infirmiers, pharmaciens, kinés, dentistes qui rejoignent les médecins fidèles à nos émissions. Bienvenue dans cet espace unique de débat télévisé entre professions de santé. Alors la douleur, ou plutôt les douleurs, tant elles sont différentes selon leur origine et leur mode de formation. On pourrait leur consacrer une série d'émissions puisque c'est le premier symptôme dont se plaignent les Français et le premier motif de consultation. Mais on va se focaliser aujourd'hui sur l'approche désormais définitivement multidisciplinaire. À mes côtés, représentant de notre partenaire, le groupe Vive, le docteur Nicolas Leblanc, médecin de santé publique que vous connaissez bien désormais. Bonsoir Nicolas, un sujet très JPS, si j'ose dire. Bonsoir Jean-François, un sujet très JPS puisque la douleur est un combat qu'on mène à plusieurs, a priori. C'est la raison pour laquelle, Madame Cindy Arcelin, vous êtes en notre présence. Donc vous êtes infirmière ressources douleur. Vous pouvez nous expliquer c'est qu'est une infirmière ressources douleur ? Alors, une infirmière ressources douleur a plusieurs activités, plusieurs casquettes, si on peut dire. Tout d'abord, on est formé via un diplôme universitaire sur la prise en charge de la douleur, c'est important à dire. Donc, on acquiert une expertise sur le sujet de la douleur. Et j'aime bien utiliser le mot ressources puisque c'est le reflet de notre poste. On est ressources auprès des patients et également auprès des soignants. On accompagne les soignants et les patients dans la prise en charge de la douleur au quotidien. Donc vous vivez l'exercice multidisciplinaire tous les jours ? Tout à fait. Alors, à ses côtés, bonjour Alain Serry. Bonjour. Vous êtes son chef de service, puisque vous êtes responsable du département diagnostic et traitement de la douleur à l'hôpital de la Lariboisière. Je crois qu'on a oublié de dire que vous travaillez à l'hôpital de la Lariboisière aussi, Cindy. Le titre Les douleurs, ça vous convient ? Ah oui, très bien. Très bien. Il n'y a pas une douleur, mais il y a des douleurs. Tout à fait. Oui, c'est important de les différencier. C'est très important de la différencier sur le plan donc de la physiologie, puisque les conséquences ne seront pas les mêmes en thérapeutique. Oui. Une douleur neuropathique, qui est une douleur en rapport avec une lésion du système nerveux périphérique ou central, fera appel à des médicaments en particulier, comme les antidépresseurs, les antiépileptiques. Alors que la douleur par excès de nociception, l'inflammation, par exemple, le coup de marteau sur le doigt, on a une douleur inflammatoire, il n'y a pas de destruction du système nerveux, et là, c'est l'un des 3 niveaux de l'OMS qu'il faudra utiliser. Donc, c'est très différent. Alors, on abordera en fin d'émission les douleurs provoquées par les soignants. Est-ce que ça vous gêne, Cindy, que ça soit une entité à part entière, ces douleurs-là ? Non, c'est-à-dire que c'est très important, je pense, de les nommer, les douleurs induites par les soins, bien qu'effectivement... Vous en êtes conscient ? Alors oui, on est conscient que malheureusement, il y a certains actes infirmiers qui peuvent provoquer des douleurs. C'est évidemment pas notre but en tant que soignant de provoquer des douleurs, mais on est là pour les accompagner. Et je pense qu'il y a plein de choses qui sont mises en place pour accompagner ces douleurs. Alors quand on parle de douleurs liées aux professionnels, on ne parle pas que des infirmières, on parle aussi des médecins, des brancardiers, enfin de toute la de tous soignants. Vous ne voyez pas ça comme un procès de votre métier. Non, on est tous concernés. Et au moment où le monde hospitalier se parle beaucoup d'effectifs, là, on est plutôt dans la qualité des soins. Oui. Y a-t-il des problèmes de moyens aussi ? Alors, il y a des problèmes de moyens, il y a des problèmes d'effectifs. Je pense que le sujet est assez large. Après, je pense qu'on a une chance tout de même dans notre service d'avoir le temps de prendre le temps qu'on a avec les patients par rapport à d'autres services où effectivement le temps manque. Donc, je pense qu'on est là aussi en complément. Et vous avez le temps de former vos consoeurs et les médecins sur ces gestes qui peuvent provoquer quelques douleurs, justement ? Alors oui, ça fait partie de notre poste. On a un rôle de formation effectivement qui concerne donc tous les soignants. Des formations institutionnelles qui sont faites donc dans l'hôpital, et également des formations in situ. On se déplace dans les services au besoin quand les équipes nous appellent si besoin. Alors Alain Serry n'écoute pas là. Dans son service à la Lariboisière, il est présent auprès des infirmières ? Oui, bien sûr. Attention. Bien sûr. Oui Alain, on connaît votre humanité, vous êtes le président de Douleurs sans frontières. Je suppose qu'auprès des infirmières, vous avez un rôle important. Je pense que la prise en charge de douleur, c'est un puzzle. J'aime bien cette image. C'est une image. Et chaque pièce du puzzle a une taille, une forme différente, mais quand il en manque une, il n'y a plus d'image.
Donc chaque pièce du puzzle est importante. Je ne veux pas dire que c'est un peu trivial de dire que chaque membre de l'équipe est une pièce du puzzle, mais je veux dire qu'il y a une cohésion. Et par exemple, tous les lundis matins, on va discuter tous ensemble de tous les patients qui nous sont adressés par des lettres de médecins ou des lettres de service, et on discute tous ensemble. Et l'infirmière a un rôle fondamental, le médecin a un rôle aussi fondamental, mais avec des corps de métier différents. Mais vous avez l'impression de me dire que c'était une innovation, on a l'impression que c'est la moindre des choses. Ça se passe pas partout comme ça. Non, je pense que c'est pas partout comme ça, malheureusement. Et là, dans le domaine, l'écoute infirmière est fondamentale parce que le patient va dire des choses à l'infirmière qu'il ne dira pas au médecin. Et l'infirmière passe plus de temps parce qu'elle est en première ligne. Et ça me semble très important. Alors, on comprend que toute cette distinction de la douleur demande des compétences différentes, donc inévitablement cette approche multifactorielle qui est au centre de nos débats. Sur le terrain, comment ça se passe, la coordination du traitement de la douleur? Nous sommes allés à la clinique mutualiste de la Sagesse, un très joli nom, à Rennes, 240 lits, 23 000 séjours par an et une unité de prise en charge de la douleur. Rencontre avec le docteur Céline Bunel et Guenelle Gauthier, qui est infirmière. Un reportage d'Hélène Corby. Alors ici, on est une consultation douleur. On offre une prise en charge vraiment multidisciplinaire, puisque ici, par exemple, dans notre structure, il y a 19 personnes qui interviennent. Donc il y a d'une part des médecins, donc médecins algologues, spécialistes de la douleur, mais on travaille aussi avec des médecins rééducateurs qui vont après donner un avis pour éventuellement mettre en place une prise en charge rééducative. On a un médecin psychiatre ici au centre, et puis après, il y a différents professionnels paramédicaux, notamment des infirmières, bien sûr, douleur. On a une psychologue, on a une assistante sociale, et puis on a ensuite des praticiens qui vont offrir des prises en charge en hypnose, en méditation pleine conscience, en sophrologie. On va s'intéresser à toutes les dimensions du patient, donc on va s'intéresser bien sûr à l'aspect somatique, à traiter la douleur en elle-même, mais il y a aussi, on va s'occuper aussi de tout le retentissement de la douleur sur les différentes sphères du patient. Donc le patient va d'abord avoir une consultation avec un médecin algologue. Donc on va évaluer sa douleur, essayer de comprendre son mécanisme, qu'est-ce qui a déjà été mis en place par rapport à cette douleur, quels sont les retentissements. Donc on va faire une consultation qui va vraiment s'intéresser à la globalité du patient. Et puis en fonction de cette consultation, on va orienter le patient vers différents professionnels de la structure. Ce sera une prise en charge qui sera pour le coup multidisciplinaire et personnalisée. Chaque patient a sa propre prise en charge. L'objectif, alors effectivement, c'est d'autonomiser le patient dans sa prise en charge. Nous, on va mettre en place différentes choses, mais le patient doit devenir autonome, comme dans toute pathologie chronique. Je m'appelle Guenelle Gauthier, je suis infirmière. Depuis 2003, je travaille de jour dans un service de soins urgents non programmés, donc de l'accueil de petite urgence. Et l'autre partie de mon temps, j'interviens ici dans la structure de prise en charge de la douleur. Alors ici, on propose à nos patients l'utilisation de ce petit appareil. C'est un neurostimulateur, donc c'est une technique d'électrothérapie. L'intérêt aussi de la neurostimulation, c'est qu'elle permet au patient d'être autonome. C'est le patient qui utilise la technique lui-même à domicile. Ça lui donne une prise sur sa douleur. Il reprend le contrôle de la douleur grâce à ce petit outillage. Et ça aussi, c'est important. Alain, un commentaire ? Ça montre l'importance du rôle de l'infirmier qui, c'est pas seulement l'écoute, c'est aussi donc l'acte thérapeutique, c'est la stimulation externe, la TENS, qu'on a vu dans le reportage. Il y a une éducation. La TENS, moi j'ai vu malheureusement assez souvent une prescription, c'est une prescription médicale, puisque c'est inscrit au tarif interministériel des prestations sociales. Donc ça veut dire que c'est remboursé. Donc c'est une prescription médicale sur une ordonnance. Donc TENS, 6 heures par jour, point, à l'échelle pharmacien. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut apprendre comment s'en servir, quel est le but, savoir ce que le patient en attend, où il faut poser les électrodes, quel est le mode, il y a 12 modes par exemple, ou 10 sur certains stimulateurs. Ça c'est vraiment, c'est une heure passée entre l'infirmière, ressources douleur, et le patient. Et alors, c'est ce que vous faites donc au quotidien dans le service. Vous avez quoi comme arsenal, vous, d'outils, de thérapeutiques, les patchs, l'électrostimulation, il y a quoi dans votre palette ?
Alors oui, donc on a la neurostimulation transcutanée qui est faite à l'hôpital Lariboisière ou qui amène à des consultations infirmières. Les patchs de capsaïcine dont on a parlé effectivement, qui sont faits à l'hôpital de jour, où on a un rôle auprès des patients également d'accompagnement. Fondamental, Voilà, ouais. surtout Vous par avez rapport parlé de aux douleurs, consultations. Il y a des consultations infirmières spécialisées? Alors, il y a une consultation en lien avec la neurostimulation transcutanée qui est sur prescription médicale et qui amène à une discussion avec le patient pendant 1 heure. C'est pas seulement l'explication de l'appareil. Il y a vraiment tout un ensemble en fait pendant cette consultation qui est un rôle d'écoute. On a un petit peu l'intermédiaire après le médecin en fait. On passe un peu après le médecin et de répondre aux questions dont on peut répondre qui relèvent de notre rôle bien évidemment. Puis il faut aussi souligner qu'il y a aussi le contact téléphonique après entre Oui, tout à fait. Ça c'est important. Ça. Tout à fait. On effectue un Oui. suivi en fait des C'est patients. suivi. On les voit sur un jour donné et par la suite on a un suivi qui dure pendant 6 mois où on a un contact téléphonique ou bien par mail pour prendre des nouvelles de ces patients-là et les soutenir aussi dans leur projet de soins. Et à l'heure où on parle du virage ambulatoire, comment ces traitements sont-ils distillés en ville? Il y a des compétences en libéral chez les médecins, chez les infirmières, chez Des vos collègues? consultations infirmières en ville ou pas? Puisque les gens vont aller de moins en moins ou de moins en moins longtemps à l'hôpital. Comment les relais vont-ils être pris en Alain, ville parce sur qu'en cette fait, question? Moi, je n'ai pas de notion de ça. Je pense que ça doit être vraiment exceptionnel. Je ne sais pas, je suis en train de réfléchir en parlant là, mais je ne vois pas où, qui, je ne sais pas si... mais je crois que ça, Pas à ma connaissance, en tout cas, d'infirmières. Il y a des infirmières qui, bien évidemment, ont les compétences Oui. dans la prise en charge de la douleur, mais attitrées spécifiquement à ça. Avec des consultations j'ai pas remboursées, connaissance. c'est une autre affaire. Vous êtes incitatrice de thérapeutique, vous les infirmières. Ça va vous voyez dire, écoutez, ce malade-là, je pense que ce serait bien qu'on lui mette des patchs ou qu'on lui fasse une neurostimulation. Si le médecin ne le fait pas, vous... Alors oui, on peut conseiller effectivement d'administrer un traitement non médicamenteux. Incitatrice, oui, puisque je pense qu'il y a un réel bénéfice à cela. Et les patients sont de plus en plus demandeurs également. Donc oui. Vous êtes le plus souvent au contact des malades. Est-ce que vous êtes du coup écouté dans les réunions de concertation, puisque c'est vous qui les connaissez mieux finalement? Oui, comme disait M. Seri, on fait des réunions régulières dans la semaine où chaque personne a le temps de parole et peut expliquer les problèmes qu'on peut rencontrer lors de prise en charge de patients. Chacun va apporter son expertise face à ce patient-là qui permet d'avoir une prise en charge globale. La réunion de concertation, je sais que c'est vous, ça doit être chacun doit prendre la parole un peu comme il a envie, puisque il y a pas, vous ne faites pas le poids de la hiérarchie, mais est-ce que le rapport médecin-infirmière, il est en général respecté? Là, Cindy peut en parler beaucoup mieux que moi parce qu'elle participe y à allez toutes pas, les vous. réunions et moi, je n'ai pas forcément un emploi du temps qui me permet de participer, mais elle connaît très bien. Donc justement, les On peut en médecins, parler, très bien. je ne connais pas les médecins en dehors d'Alain Seri dans le service. Est-ce qu'il y a toujours, autrefois, il y a toujours cette espèce de fossé entre l'infirmière et le médecin? Est-ce que c'est toujours le cas ou... Dans le service actuellement où je travaille, pas du tout. C'est vraiment un travail d'équipe. Est-ce qu'il n'y a pas le cas partout, si on en croit ce que disent vos consoeurs? Après, tout dépend des services. Parfois, il y a certains services où on voit moins souvent les médecins, notamment en chirurgie, où le travail est différent. C'est un travail qui est différent. Mais là, on ne le ressent pas du tout. C'est vraiment un travail d'équipe. Votre consoeur, dans le reportage, parle de dimension de la douleur, comme si c'était à part en médecine. Vous partagez cette opinion-là? Alors, je pense que dans la douleur, il y a différentes... je parlerai de composantes de la douleur. C'est-à-dire que la douleur n'est pas juste un fait. C'est-à-dire qu'il y a les composantes émotionnelles, du vécu douloureux, de la vie de tous les jours qui rentrent en compte dans la douleur. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en compte quand on prend en charge. Et ça me semble très important, cette notion-là, parce que ce qu'on cherche, c'est pas forcément passer de 9 sur une échelle de 10 à 2, c'est que le patient soit content
de la qualité de sa vie de tous les jours. Et la vie de tous les jours, c'est très important. Donc parfois, on a des objectifs qui ne sont pas forcément ambitieux, mais il faut qu'ils soient crédibles et qui puissent être atteints. Et on a des patients qui sont de 8 à 6, mais qui sont déprimés, qui ont pris un rythme de vie normal, ils dorment la nuit et pas dans la journée, ils ont des projets, ils sont contents de voir la famille, ils ont etc. etc. Ça compte beaucoup. Et des unités telles que la vôtre, avec la spécialité, plus la concertation, il y en a combien en France ? 252 sur 3300 établissements de santé. 252 qui sont labellisés par les ARS. Ah, il y a encore du boulot. Oui. Arrêtons-nous sur les problèmes que suscite cette multidisciplinarité. On retrouve la clinique mutualiste de la Sagesse à Rennes. Depuis notamment les premiers plans douleur en 1998, il y a des instances qui se sont développées dans les établissements. Tout établissement de santé a l'obligation de prendre en charge la douleur. Ce sont les CLUD qui organisent la prise en charge de la douleur au sein de l'établissement. Et puis il y a les structures douleur telles que la nôtre qui se sont développées. Maintenant, voilà, ça ne veut pas dire que les moyens soient suffisants. La prise en charge reste insuffisante, les structures sont insuffisantes et ce qui fait que le délai de prise en charge des patients est extrêmement long, avec parfois même des patients qui n'ont pas accès à nos structures. On est entre 6 mois et 1 an de délai, voire plus, ça dépend un petit peu des périodes. Il faut encore améliorer la formation des soignants. C'est vrai que sur un cursus médical, par exemple, de formation des médecins, la part qui est consacrée à la douleur reste quand même peu importante. Donc après, il y a effectivement des parcours de spécialisation pour se former à la douleur, mais il y a finalement assez peu de personnes formées et on manque cruellement de médecins spécialistes de la douleur. L'essentiel, ce serait effectivement de recruter plus de médecins. Former un médecin, c'est minimum 10 ans, ça demande du temps. Le numerus clausus a été aboli, les choses évoluent, mais elles prendront du temps à avoir leurs effets sur le terrain. Ah là, on manque de moyens. Bon, ça c'est classique, c'est ce qu'on entend partout en ce moment. La douleur n'échappe pas à ça. Non, ça n'échappe pas, mais il y a quand même un monde entre ce qui s'est passé il y a 25 ans. On parlait de 98, le premier plan douleur 98-2001, mis en place par Kouchner, et puis la réalité maintenant. Il n'y avait pas de structure labellisée. Maintenant, il y en a 252. Donc on ne part pas de rien. On partait quasiment de rien plutôt. Ouais. Mais on arrive quand même à des prises en charge qui sont, et avec une reconnaissance dans le monde médical et dans l'ensemble des soignants, qui est indispensable. Des délais d'attente de 6 mois à 1 an, c'est pas admissible. C'est hallucinant. Non, c'est une douleur en soi. C'est pas admissible, Et puis parfois, on a la surprise de voir que la douleur a disparu d'elle-même et que le patient il vient pas parce qu'il a plus mal. Alors ça, c'est partout. C'est pas une mauvaise chose. Non, c'est pas une mauvaise chose. Non, mais vous dites avant, c'était pas organisé. Alors c'était combien de temps le délai? C'était. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de consultation. Il n'y a pas de consultation. Alors les médecins mal formés, ça c'est pas nouveau non plus. Ça non plus, c'est pas nouveau. On avait l'espoir que le diplôme d'études spécialisées complémentaires pour les médecins soit transformé en DES, diplôme d'études spécialisées, et à ce moment-là, ça devenait une discipline. Ça n'a pas été le cas. Et c'est en ce moment cette transition, et c'est une formation spécialisée transversale FST qui n'a pas du tout le même contenu pédagogique, et les gens ne seront pas formés de la même façon. Vous êtes enseignant, vous, Alain? Oui. Alors, je suis professeur de thérapeutique. Alors, chaque fois qu'on fait toutes les émissions, on a le droit à... on ne consacre pas assez de temps à ce sujet-là. On se demande ce que font les gens en médecine, puisque tous les sujets essentiels, on nous dit pas assez de temps. Je ne sais plus le dernier. Oui, les maladies infectieuses, enfin, la vaccination, 1 heure de cours dans le cursus. Oui, oui. Donc, mais pourquoi? Vous êtes des gens qui font les programmes. Pourquoi vous ne battez pas Mais si, mais on se bat et on a réussi à faire que... Réussite, c'est pas une réussite d'ailleurs. C'est 10 à 12 heures sur les années d'études de médecine. Ouais. Alors, pour le premier symptôme? Oui. Pour le premier symptôme. Voilà. Alors, c'est pas l'idéal. Alors, dans certaines universités, c'est 20 heures, mais 20 heures sur 7 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la douleur dentaire est une douleur vive aussi. Est-ce que les dentistes sont formés là-dessus? Oui, de plus en plus. Effectivement, on donne des cours dans les facultés de dentaire, dans les facultés de pharmacie. Il y a de plus en plus donc, de soignants d'une façon générale qui sont sensibilisés. Mais les dentistes, quand on va chez le dentiste, c'est qu'on a mal aux dents. Et la plupart du temps, c'est une douleur. Et les dentistes ont la possibilité, mais c'est validé par le Conseil national de l'ordre des dentistes, de pratiquer des soins sous protoxyde d'azote oxygène.
C'est-à-dire c'est ce mélange gazeux, les infirmières ont l'habitude de le faire, et elles maîtrisent parfaitement bien cette technique pour les actes diagnostiques ou les actes thérapeutiques qui vont entraîner des douleurs, par exemple. Ben ça, les dentistes peuvent le faire. Et il y a des gens dont on parle, mais qui sont très nombreux à nous regarder aujourd'hui, ce sont les pharmaciens. Et le pharmacien face à la douleur, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Le pharmacien, il a un rôle fondamental. Il est dans le parcours de soins, dans la chaîne thérapeutique. Son rôle, c'est quand il y a une douleur neuropathique et que le médecin va prescrire des antiépileptiques et des antidépresseurs, c'est d'expliquer sous un autre langage, le langage du pharmacien, que c'est un traitement adapté pour une douleur neuropathique. Parce que le patient ne va pas forcément dire la même chose au médecin et au pharmacien. Il va dire, regardez, mon médecin n'a rien compris, il m'a donné un antidépresseur, je ne suis pas dépressif, il m'a donné un antiépileptique, je n'ai jamais fait de crise d'épilepsie. Là, c'est un rôle fondamental. Oui. Et c'est l'observance du traitement. L'observance du traitement, c'est de veiller à ce que le traitement soit bien pris au temps où le médecin l'a proposé. Et puis, c'est aussi un dépistage d'addiction. Je donnais un cours à la faculté de pharmacie, il y a un pharmacien qui m'a dit « Ah bah je vois le patient qui a 3 grands-mères et vient chercher de la codéine pour ses 3 grands-mères. » On a compris que c'est évidemment quelque chose qui n'est pas tout à fait habituel. Ouais. Et le dépistage donc des boîtes de codéine ou des boîtes donc de sirop, etc., c'est le pharmacien qui le fait, il a un rôle fondamental. Le paracétamol est en vente libre ? Oui. Donc il n'a pas le paracétamol trop facile, le pharmacien, quand on sait que ça ne marche pas, par exemple, dans certaines douleurs? Oui, c'est aussi, mais les pharmaciens sont aussi formés au fait que les douleurs neuropathiques, le paracétamol, ça ne donne rien. Maintenant, presque rien. Cindy, c'est à vous, la formation des infirmières, vous la trouvez suffisante? Alors, la formation vous êtes jeune, vous sortez de la formation. Ouais. Je pense qu'elle pourrait être un petit peu plus poussée, effectivement, parce que lorsque j'ai passé mon diplôme universitaire sur la prise en charge de la douleur, j'ai appris quand même énormément de choses, et notamment le fait de différencier les différents types de douleurs. Ça, c'est important. Et d'avoir tous les outils en main pour pouvoir prendre en charge la douleur. Ce qui est vu lors de l'école d'infirmière, mais je ne pense pas assez développé, malheureusement. Finalement, vous êtes le pivot essentiel des prises en charge de la douleur. C'est ce qu'on doit comprendre. C'est ce que les médecins qui nous regardent doivent comprendre. Oui, Alain. Oui, c'est le pivot, je ne sais pas comment. Oui, l'infirmière a un rôle fondamental. Fondamental dans l'équipe, à la fois dans l'écoute du patient, dans la communication entre le médecin et l'infirmière, parce que le patient, encore une fois, ne va pas dire la même chose au médecin et à l'infirmière, il dit beaucoup plus à l'infirmière. Et ça, il faut qu'on ait ces informations et qu'on les partage. Ça, c'est important. Là, on est dans le monde des bisounours, mais sur le terrain, vous avez des interrogations sur votre rôle, pas assez payé, pas assez de temps, pas assez de... C'est important. Alors, après, vous représentez 1 million d'infirmières, là. Ouais, des interrogations. Oui, moi je pense que je suis quand même assez privilégiée parce qu'on a un service où on a le temps, ce que je disais tout à l'heure, d'être avec les patients. Après, il y a toujours des manques de moyens. On aimerait être plus, on aimerait avoir plus de temps consacré aux patients. Mais voilà. Et mieux payé. Mieux payé. Oui, mieux payé aussi, bien sûr. Et aux urgences qui sont à feu et à sang en ce moment, aux urgences, vos collègues des urgences sont-elles suffisamment formées? Sont-elles suffisamment nombreuses à être formées sur le traitement de la douleur? Oui, parce que quand même, c'est un des... oui. Bon, c'est toujours... je pense que... C'est pas l'idéal. Mais en tout cas, dans ce qui nous concerne, le service des urgences de la Lariboisière, c'est le 2e service d'urgence du point de vue de la fréquentation en Europe, après celui de Madrid. Ouais. Oui, on est dans une richesse culturelle, je dirais, pour être politiquement correct. On a la Goutte d'Or, Barbès, Pigalle, Gare de l'Est, Gare du Nord et le boulevard de la Chapelle. Donc ça fait quand même pas mal de choses. Et donc il y a des urgences, c'est un gros service. Eh bien, il y a validé par le CLUD un protocole de prise en charge de la douleur qui a été validé, et ça peut aller jusqu'à la morphine dans le protocole. Mais c'est vous qui gérez ça ou... Non, il n'y a pas quelqu'un de votre service, les urgentistes n'ont pas... Les urgentistes le CLUD a revu, le comité de lutte contre la douleur a revu le protocole avec les urgentistes et a validé le protocole. Après, il est à disposition du médecin des urgences. Et il est utilisé par les infirmières? Par le médecin? Parce que mettre à disposition un protocole, c'est une chose. Oui. L'utiliser, c'en est une autre. Voilà. C'est ça le problème. Et l'utiliser à bon escient, en est une troisième. C'est ça le problème. Il faudrait qu'on vérifie l'utilisation du protocole et s'il est accessible. Ouais. Mais je sais qu'il est fait, par exemple, au centre d'urgence des céphalées, systématiquement pour les céphalées. Il est fait pour les coliques néphrétiques, ça je le sais, aux urgences.
Mais le reste, je ne sais pas si... Oui, les protocoles sont utilisés. Après, il y a aussi un manque de temps, donc il faut qu'ils soient prescrits au bon moment pour qu'ils puissent être utilisés aussi par les infirmières. Donc on connaît toujours ces protocoles qui sont l'idéal, mais entre l'idéal et la réalité, il y a souvent une différence. Enfin, oui, mais avant, il n'y avait pas de protocole. Sachez qu'on partage vos interrogations à la clinique de la sagesse. Allez, on retrouve Guénaëlle Gauthier. Les infirmières, nous sommes présentes, effectivement, les paramédicaux aussi, mais nous agissons essentiellement sur prescription médicale. Est-ce qu'il faudrait élargir notre champ d'action ? Peut-être. Les infirmières expertes, il en est question. Je pense que tout ça, c'est soumis à évolution. Nous sommes soumis aussi aux conditions d'exercice actuelles avec des logiques économiques qui font que les effectifs se réduisent, que l'afflux, lui, s'accroît. Par exemple, pour moi, aux urgences maintenant, il est devenu difficile d'utiliser l'hypnose. Alors qu'il y a 5-6 ans, je pouvais consacrer du temps au patient pour lui proposer l'hypnose avec la facette anxiolytique, avec la facette antalgique que ça pouvait lui apporter. En ce qui concerne la formation de base des infirmières, là, je pense que ça peut être perfectible. Il y a eu une réforme il y a quelques années sur la formation infirmière et j'ai l'impression que les infirmières actuelles ont peut-être moins d'informations et de formation sur la douleur que par le passé. Je pense que c'est très hétérogène. En fonction des établissements, c'est plus ou moins abordé. Et il n'y a pas de temps vraiment de prévu dans la formation de base suffisant à mon sens. Alors j'ai retenu 2 mots-clés, moi, élargir le champ d'action et les infirmières expertes. Oui, infirmière experte, ça je laisserai la parole à Cindy. Mais je voudrais revenir sur les urgences. Sur les urgences, les infirmières sont formées à évaluer l'intensité de la douleur. Et après, s'il y a un protocole, comme on l'a dit, elles peuvent débuter le protocole sans que le médecin ait vu le patient. Ça, c'est très important. C'est une circulaire qui est la circulaire du 9 février 1999. Donc, c'est pendant le premier plan douleur. Je connais très bien cette circulaire puisque j'en étais le rédacteur. Et donc, l'infirmière peut, en fonction du protocole, commencer le traitement avant que le médecin ait vu le patient. Mais il faut qu'il y soit informé avant le début du protocole, soit par téléphone, soit par voie orale, soit etc., mais sans qu'il ait vu le patient. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Alors, infirmière experte. Oui, infirmière experte, il y en a. Je pense que les soignants sont quand même de plus en plus sensibilisés à la prise en charge de la douleur. Ce qu'on peut voir lors des formations, il y a de plus en plus de questions par rapport à ça. Ils s'intéressent vraiment aux formations. On a beaucoup de soignants qui viennent à nos formations, en tout cas de plus en plus, donc ce qui est très positif, je pense, pour l'avenir. Et effectivement, comme on le disait dans le reportage, la formation initiale pourrait être améliorée. Effectivement. Et on en est où de la vocation? Les effectifs se réduisent et comment faire face à tout ça? Vous en êtes où, les infirmières, de votre vocation? Chancelante. Vous savez pas? Vous avez la vocation, vous êtes jeune. Oui, bien sûr. Mais vous avez pas que des infirmières de 24 ans dans votre service, Alain. Vous avez... Si. Ah oui. Non, mais la vocation d'infirmière, c'est une vocation de soignant, d'être près des gens, d'aimer les gens, de les écouter, de vouloir leur apporter quelque chose, d'améliorer leurs conditions. C'est ça qui, de façon générale. Vous avez du mal à recruter banalité, ou pas? Mais oui, on a du mal à recruter des médecins en ce moment. Il y a des postes vacants. Et des infirmières, non? Des infirmières, non, pour l'instant, non. Mais, et est-ce que les soins palliatifs... Des psychologues aussi, c'est important. Est-ce que les soins palliatifs, c'est un aspect tellement dur et compliqué que vous avez de la peine aussi là, à trouver des volontés? Non, pas vraiment. Il y a beaucoup d'appels d'offres, mais en ce qui nous concerne, nous, on n'a pas de problème de ce côté-là. Mais... Ça ne vous dérangerait pas de travailler dans une unité de soins palliatifs à votre âge? Non, ça ne me dérangerait pas. Après, c'est les infirmières qui travaillent actuellement dans le service de soins palliatifs. Elles sont aussi ressources douleurs et plutôt dans les douleurs cancéreuses. Je pense que c'est très intéressant. Alors, dernier chapitre, on vous l'avait annoncé, les douleurs provoquées par les soignants, sujet qui est mal perçu.
Lorsque j'en parle à certains professionnels de santé, et plutôt les médecins d'ailleurs, ils sont indignés devant l'accusation. Je suis un débatteur pervers. Vous pouvez répondre oui. Hein. Non, je pense que oui, peut-être non. Je sais pas. Non, mais de vous dire, on a l'impression que, je vous jure, Oui. j'ai des amis généralistes. Oui. Quand j'ai commencé à parler des douleurs provoquées par les soignants, ils m'ont dit attends, on fait un métier déjà difficile, on ne va pas nous accuser de faire mal aux gens. Et pourtant, oui. les chiffres sont là. Mais oui. Hein, enquête TNF Mais oui. Sofres, 15% des douleurs font suite Oui. à une intervention chirurgicale et 14% sont dus à des examens et des soins. Oui, tout à fait. Quelqu'un qui a simplement une hernie discale avec une sciatique, comme on dit dans le langage courant, et qui doit passer une IRM où la table est dure, eh bien, on peut prévenir la douleur parce qu'on sait très bien qu'il va avoir mal et à quel moment on va déclencher l'IRM. Donc, il faut faire. Un transport en ambulance chez quelqu'un qui a des métastases osseuses, on sait très bien que ça va être compliqué. Eh bien, il faut prévenir cette douleur et on peut le faire. Un geste douloureux, les ponctions lombaires. Alors moi j'étais très étonné parce que quand on a fondé les comités de lutte contre la douleur, on s'est dit allons voir ce qui se passe dans les hôpitaux pédiatriques, ils font du mélange protoxyde d'azote oxygène dont Cindy pourrait parler bien mieux que moi, puisque elle le fait. Hein. Ça permet d'enlever la douleur chez les enfants, alors que chez l'adulte, on ne faisait rien du tout. Et on a, curieusement, ça c'était courant chez les enfants et on l'a transposé après chez l'adulte. En général, c'est l'inverse. Je donne une anecdote. Un grand patron de pneumo, ici, je lui dis fibroscopie, c'est douloureux. Il me fait non. Je lui dis vous en avez déjà fait une? Non. Eh ben, j'avais un copain qui venait d'en faire une qui m'avait raconté, c'était Dallas. Hein. Donc, je ne dis pas qu'il faut qu'on teste tout pour savoir, mais vous avez le temps, vous, d'appliquer les protocoles, justement des pansements, des choses comme ça? On est là pour ça. On est vraiment, oui, vous êtes là pour ça, mais de venir dans les services et d'aider les soignants à pouvoir appliquer ces thérapeutiques-là. Alors après, effectivement, le manque de temps est quand même présent dans les services pour appliquer le mélange de protoxyde d'azote et d'oxygène, par exemple, malgré que c'est un réel bénéfice pour la prise en charge du patient. On voit des discordances entre ce que vivent les patients et ce que perçoivent les soignants aussi. Il n'y a pas que les médecins qui ont ces discordances. C'est vrai aussi pour les brancardiers, quelqu'un qui est 6 heures à attendre aux urgences, reprenons l'exemple. Comment vous arrivez à traiter ce genre de choses-là vis-à-vis d'autres soignants ou qui sont dans la chaîne de soins un peu plus éloignés? Je crois qu'il faut écouter les gens. Hein. Au CLUD, les brancardiers sont venus il y a plusieurs années en nous disant voilà, le matin, les gens n'ont pas mal quand je les brancarde et en fin d'après-midi, ils ont mal. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est une histoire. Et ils ont étudié, on leur dit, essayez d'étudier et puis de nous montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger cette... Il n'y a pas de raison qu'ils aient mal l'après-midi et pas le matin, et l'inverse, pas soulager l'après-midi alors qu'ils le sont le matin. En fait, c'est une histoire d'ascenseur. L'ascenseur a une différence avec les différents étages de hauteur de 1,5 cm. Et donc le matin, les brancardiers soulèvent le brancard et le soir, ils poussent. On a soumis ça à notre ingénieur technico à la Riboisière, il a fait régler les ascenseurs. Voilà par exemple quelque chose qui est tout bête, hein, mais il faut écouter les gens. Le brancardier, il a aussi son rôle, il a aussi une importance dans la chaîne de soins et dans l'équipe. Chauffeur d'ambulance aussi d'ailleurs. Chauffeur d'ambulance aussi, ça doit être la même chose d'ailleurs, probablement. Revenons à la formation. Qu'est-ce que vous préconiseriez en formation initiale, formation continue pour vos consoeurs, pour vos confrères, l'un et l'autre? Si vous aviez une baguette magique? Eh bien, ce serait, d'approfondir la formation initiale sur les prises en charge de la douleur avec ce qu'on peut voir aussi lors du diplôme universitaire, avec tout le panel des différentes douleurs qui existent, et puis tout ce qu'on a en main, nous, en tant que soignants, en dehors des prescriptions médicales, parce que je pense que c'est important d'avoir les clés aussi en main pour pouvoir prendre soin des gens. Par exemple, le protoxyde d'azote que vous utilisez, qui n'est pas utilisé partout, ça, je peux vous l'assurer. Vous le faites, c'est quelque chose que vous n'avez même pas besoin d'avoir le conseil du médecin pour appliquer ça? Alors si, c'est un traitement qui est fait sur prescription médicale. C'est un médicament. Voilà, c'est un médicament. Qu'est-ce qu'il y a comme contre-indication? Il y a toutes les dilatations gazeuses, donc il y a les traumatismes de la face, l'œdème du poumon, les embolies pulmonaires, l'hypertension intra-oculaire, il y a des contre-indications. Oui, c'est sûr qu'il suffirait peut-être de regarder les patients aussi, d'apprendre à regarder les patients, puisque une enquête TNS Sofres qui a fait beaucoup de bruit il y a quelques années, pour dire justement que je ne sais plus quel pourcentage de gens estimaient souffrir pendant les soins,
mais ils expriment quand même. Vous les écoutez pas? Si, on les écoute, mais je ne peux pas dire qu'on est hôpital zéro douleur, mais on prévient les douleurs des patients avec le protoxyde d'azote oxygène ou avec donc des doses en intraveineux de produits antalgiques. Alors là où vous êtes, là où il y a des progrès à faire, c'est toujours la même chose, néonatologie, pédiatrie, obstétrique et gériatrie. Oui. En obstétrique, c'est invraisemblable encore que des femmes souffrent, quoi. Oui. Mais ça, il y a une espèce de mode que je ne comprends pas très bien. La péridurale, on a eu du mal à l'instituer dans les services d'obstétrique. Maintenant, c'est proposé donc de façon systématique, je pense, dans la plupart des services. Mais il y a des femmes qui refusent et qui veulent accoucher dans la douleur. Ça, c'est un peu curieux. Oui. C'est une espèce de mode en disant je veux ressentir... Vous ne croyez pas que vous vous protégez derrière ça en disant c'est de la faute du patient. Je n'ai pas dit que c'est la faute du patient, j'ai dit c'est une demande. C'est ce que de toute façon la religion nous a appris, tu enfanteras dans la douleur. Oui, c'est ça, judéo-chrétienne. Voilà, judéo-chrétienne. C'est tout simplement un sujet tabou, ou pas? Vous en parlez, les douleurs provoquées chez les patients. Non, de façon générale, non, c'est pas un sujet tabou. Je pense qu'une ponction sternale, ça fait très mal. Je me souviens d'un médecin anesthésiste qui est devenu le président de l'ARH de Basse-Normandie et qui me disait, quand je fais des ponctions sternales, je disais à l'enfant, serre-moi la main, Coco, je vais faire mal, mais je vais faire vite. Et il me dit, mais comment j'ai pu faire ça ? Comment j'ai pu faire des trucs pareils? Il avait trop regardé le western, oui, c'est sûr. Oui, Dr House. Non, mais c'est vrai que le bâton dans la bouche dans les westerns, ça servait à quelque chose. Ça, c'est la retraite de Russie, ça. C'est ça, oui. Oui, mais non, mais voilà. Mais la médecine n'était pas très loin, il y a encore cette réflexion-là, que je pense que beaucoup de médecins l'ont dit. Absolument. T'en fais pas petit, ça va faire mal, mais ça va pas être long. Et on sait maintenant que les douleurs aiguës et répétitives induisent des modifications au niveau du système nerveux central, moelle et cerveau. Et comment on fait pour diffuser des protocoles préventifs sur des gestes douloureux, pour qu'ils soient appliqués concrètement, qu'est-ce que vous avez je pense que dans ce domaine, on ne peut rien imposer. Il faut qu'il y ait une demande. Il faut que les gens s'approprient, qu'ils en soient au moins le rédacteur, au moins l'auteur, au moins le participant à l'élaboration du protocole. Sinon, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, ça va être un papier qui sera affiché et que personne n'utilisera. Vous avez retrouvé mon chiffre, je suis sûr. 96% des Français s'accordent à dire que le progrès reste à faire dans la douleur. C'est énorme. Oui, je fais partie des 87%. Oui. 96. Encore pire. Allez, je crois qu'on a Alain Siri, on est obligé de lui faire parler de quelque chose, non? Allez. Allez-y. Douleur sans frontières. Douleur sans frontières. Racontez-nous un peu la douleur hors de nos frontières. On n'a plus beaucoup de temps. Oui. La douleur, on vit dans un monde, on parlait de bisounours tout à l'heure, mais on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte du niveau de prise en charge de la douleur que nous avons, même si elle est imparfaite. Dans les autres pays, on meurt avec 500 mg de paracétamol quand on a une carcinose péritonéale. Ça, c'est en Arménie. On n'a pas de soins de prise en charge de la douleur père et post-opératoire en Angola ou au Mozambique. La douleur donc d'amputation, il n'y a pas de prise en charge et on ne peut pas mettre sa prothèse à Haïti, à Port-au-Prince ou à Madagascar. Donc c'est pas du tout pareil. Et donc cette prise en charge se fait par des équipes. On a maintenant 250 personnes qui sont réparties dans 11 pays dans le monde. On a le Malawi là et le Burkina Faso qui viennent d'être ouverts, et pour lesquels il y a, par exemple, Burkina drépanocytose et douleurs, une formation spécifique. Mais il y a aussi une prise en charge avec l'ouverture de centres de santé primaire, donc, ou de cliniques itinérantes, mobiles, pour cette prise en charge dans les pays qui n'ont pas grand-chose. Alors vous faites un travail fantastique, vous cherchez bien évidemment de l'argent comme tout, mais ça c'est normal. Oui. Vous cherchez des médecins, on le sait, et vous cherchez des infirmières aussi. Oui, absolument. Ouais. Et il n'y a pas d'équipe dans les pays que je viens de vous citer où il n'y a pas infirmières et médecins. Ça vous dit, Cindy? Moi, ce sera un projet qui m'intéresserait. Je vais vous mettre en contact avec Douleurs sans frontières. Je note. Vous le notez parce que c'est bien de dire ça à la télé. C'est un engagement. Quand vous allez dire, vous êtes jeune marié, je crois. Quand vous allez dire que vous partez au Burkina Faso, c'est pas un mois, ça va peut-être être plus difficile de passer à la raison. Merci à vous deux, merci pour cette émission. Merci à vous, Nicolas. L'émission est terminée. Merci à tous ceux qui nous regardent. J'espère que ces JPS sont déjà un rendez-vous incontournable pour le dialogue entre tous ceux, et je m'y ajoute, qui pensent que le bien-être des humains passe beaucoup par notre entente. On parle de quoi dans le prochain JPS, Nicolas? On va parler d'activité physique adaptée, de prescription d'activité physique adaptée avec une médecin bien connue, ancienne ministre des Sports, Valérie Fourniron. Le docteur Valérie Fourniron, effectivement. Eh bien, en attendant le prochain rendez-vous, portez-vous bien.